Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre aux 20h à la une de ce journal. L'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, séjourne à Kinshasa depuis quelques heures. Il est l'hôte du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage à suivre dans cette édition d'information. Ils sont abandonnés à l'air triste sort, les malades indigents de l'hôpital général des références de la rive de Kinshasa qui ne savent à quel sein s'avouer, cris de détresse relayés par les femmes journalistes de la RTNC en visite dans cette formation médicale vieille de plus de 100 ans. À toutes et à tous, bienvenue. Après le membre du Conseil de sécurité de l'ONU, tout récemment et aujourd'hui, c'est au tour de ceux du Conseil de paix et sécurité à échanger avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation de l'Union africaine est venue recueillir sur place les attentes de la population ainsi que celles du chef de l'État. Reportage. Sont venus recueillir des informations de première main sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission de travail en RDC ont été reçus dans la soirée de ce mercredi 22 mars 2023 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des informations claires et précises sur les attentes de la population congolaise et de ses autorités ont été données à cette délégation par le chef de l'État. La rencontre avec son Excellence le président de la République de la RDC a été fructueuse parce que maintenant, nous partons avec une connaissance parfaite des attentes de la population congolaise vis-à-vis du CPS. À l'étape de Goma, a fait remarquer le chef de cette délégation, les membres du Conseil de paix et de sécurité qui y avaient séjourné disent avoir été choqués par la situation humanitaire qualifiée de désastreuse. Nous avons été à Goma, où nous sommes allés voir constater de visu la situation humanitaire que je qualifie de désastreuse, inhumaine, qui est en train de sévir dans cette partie d'Afrique. Et nous avons pu nous entretenir avec des victimes de cette barbarie humaine. Et nous partons convaincus de l'urgence de la résolution de cette crise. Après avoir suffisamment recueilli les informations, le Conseil de paix et de sécurité devra élaborer un rapport circonstancié. Les informations que nous avons recueillies sont publiques, mais elles seront publiées dans un rapport que nous devons d'abord rédiger et transmettre à qui de droit. Et vous savez, tous les rapports du Conseil de paix et de sécurité sont aussi mis à la consommation publique. En attendant ce document, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dit exprimer toute sa compassion à la République démocratique du Congo. Nicolas Sarkozy, chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi, l'ancien chef d'État français a échangé en tête-à-tête avec le président de la République. Les détails dans ce reportage de Giscard Coussem. C'est un rendez-vous de longue date qui s'est concrétisé ce mercredi 22 mars à Kinshasa. À son arrivée au palais présidentiel du Mont-Galliema, l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy a été chaleureusement accueilli par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un accueil plein d'amabilité, les deux personnalités ont eu un échange autour d'un dîner d'amitié. Ce moment convivial a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience de la gestion de la Res Publica. L'ancien locataire de l'Élysée de 2007 à 2012 n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique. Chef de l'État d'un pays agressé, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit fréquemment d'anciens dirigeants ou ceux en fonction qui lui apportent leur soutien moral, particulièrement ceux de l'Hexagone. Après la visite officielle d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin conduisait une mission de la Fondation des leaders sur la paix en République démocratique du Congo. En septembre de l'année dernière, l'ancien président de la République française, François Hollande, avait également effectué une visite privée en République démocratique du Congo qu'il avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. L'avant-projet de calendrier de la session de mars 2023 a été adopté à l'unanimité
au Sénat. C'était au cours de la conférence des présidents dirigée par le président de la Chambre haute du Parlement congolais, l'honorable et modeste Bahati Lukwebo, nous dit Sandra Nyangui. À l'unanimité, l'avant-projet du calendrier de cette avant-dernière session de la législature 2019-2023 sera essentiellement législative avec un accent sur le contrôle parlementaire. Ainsi, en a décidé la conférence des présidents de la Chambre haute du Parlement sous la conduite de son président modeste Bahati Lukwebo. Au nombre des matières à traiter figure la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Parmi les autres matières figurent les questions orales et écrites au gouvernement, les questions orales avec débat, les questions d'actualité, les interpellations et commissions d'enquête, ainsi que les commissions permanentes du Sénat. Les importantes matières qu'on a discutées au niveau de la conférence de présidents, la loi sur la création de l'agence de la lutte contre la corruption qui sera traitée durant cette session. Nous avons la loi sur la TPI qui doit rentrer en commission paritaire. C'est une loi qui nous a été renvoyée par la présidence pour une seconde lecture. Et nous allons ajouter aussi la loi prévue au niveau de la commission Relations extérieures concernant les statuts de nos diplomates. Pour cette session qui s'ouvre, le président de la République a sollicité une seconde délibération sur la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie, dont la proposition a été examinée en première lecture par la commission mixte Ecofin Infrastructures du Sénat lors de la session de septembre 2022. L'avant-projet du calendrier adopté par la conférence des présidents du Sénat sera soumis à la plénière prévue ce vendredi 24 mars à 11h pour adoption par les élus des élus. Le président de la République en appelle de tous ses voeux la révisitation du contrat chinois ainsi que ses différentes ramifications. Les sujets étaient au cœur d'une séance de travail présidée par les directeurs de cabinet du chef de l'État, réunion élargie à l'inspection générale des finances ainsi qu'à quelques membres du gouvernement. Cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite au dernier Conseil des ministres tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de revisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties. Un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur de cabinet du président de la République qu'accompagnaient ses 3 adjoints. Autour d'une même table, 3 membres du gouvernement, les ministres d'État en charge des ITPR et sa collègue de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le vice-ministre du Budget, étaient également invités à ce débat houleux qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion. Jules Alingue Tikei, inspecteur général et chef des services de l'IGF, et les représentants des autres ministères et entreprises concernées, parmi lesquels les ministères des Mines et celui des Finances, la GECAMINE et la SICOMINE. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport dans lequel l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en République démocratique du Congo, mais des très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire au vu des éléments de déséquilibre constatés que la partie congolaise est en train maintenant d'examiner, d'approfondir,
On doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que la convention elle-même, l'accord, les contrats, lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. La République démocratique du Congo sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un état de droit qui voudrait que le pays et son peuple tirent des dividendes de richesse qu'offrent son sol et son sous-sol. La prochaine réunion est prévue incessamment avec une commission mise en place, séance tenante. Elle a reçu mission d'apporter suffisamment de la lumière pour permettre à la RDC de rentrer dans ses droits. Deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie au Brésil, la République démocratique du Congo se prépare à la pré-COP 27. Un dialogue de haut niveau a eu lieu aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine entre Guilain Nyembo, directeur de cabinet du chef de l'État, ainsi que les bailleurs du secteur de l'environnement et climat. Fanny Kekoufi. En exécution des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la nécessité de renforcer la cohérence d'approche entre les bailleurs et les institutions publiques intervenant dans le climat, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo Mbouizia, a tenu une réunion importante de haut niveau avec le groupe interbailleur de l'environnement et le climat, à laquelle ont été associés quelques membres du gouvernement des secteurs pro-climat et environnement. Les deux parties ont axé leur discussion autour de la capitalisation de la pré-COP 27 par le gouvernement de la RDC et les préparations pour l'engagement stratégique de la COP 28. Le rendez-vous a également offert l'occasion à l'ambassadeur des Pays-Bas, président du GIBEC, de féliciter la présence très active de la RDC à la participation de la COP 27 et COP 15. Du côté des parties prenantes nationales, les acteurs de la société civile et du gouvernement ont évoqué la nécessité d'un dialogue franc et sans langue de bois dans le traitement de certains malaises qui se constatent dans la conduite des agendas climatiques et environnementaux. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, a martelé sur la mise en place d'une task force dans les tout prochains jours pour poursuivre l'examen de ces questions combien importantes que sont le climat et l'environnement. Du fichier électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a visité les centres nationaux de traitement des données à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI, comme l'indique ici Jean-Pierre Ndolo Dumasso. La Commission électorale nationale indépendante a démarré le traitement des données statistiques pour détecter les cas des doublons, les cas d'enfants et les photos des photos en vue de les supprimer pour avoir un fichier électoral consolidé et fiable. À l'issue de cette visite de travail à l'interne, le président de la CENI a expliqué la pertinence de cette opération. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler autant de fois qu'ils veulent. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre d'électeurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête se tranquillisent. On va nous amener les enfants et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, cela sera aussi écarté. Et nous n'allons retenir que les personnes légitimes et ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Dans sa conclusion, Denis Kadima a tranquillisé les requérants qui ont respecté les prescrits de la loi, que les personnes qui se font enrôler de façon honnête se tranquillisent. Seuls les cas illicites seront écartés. On rappelle, l'opération du toilettage du fichier électoral a été programmée dans le calendrier électoral à l'intervalle du mi-avril et mi-mai, c'est-à-dire du 15 avril au 14 mai 2023.
Des milliers d'objets d'art et restes humains ont été spoliés par les colonisateurs et sont aujourd'hui gardés dans plusieurs musées à travers le monde. Plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, réclament la restitution et en même temps la réparation de ces patrimoines culturels. La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungu-Fura, lors d'un atelier avec les partenaires belges, a annoncé la mise sur pied d'une commission pour statuer sur cette question. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, a ouvert mercredi au Musée national de la République démocratique du Congo, dans la commune de Lingwala, un atelier d'information sur les recherches de provenance en RDC et en Belgique, dans le cadre rapatriement des biens, archives et restes de corps humains spoliés du patrimoine culturel congolais. Après avoir remercié les experts pour leur participation à cet atelier, la ministre a à prime abord reconnu leur contribution positive à la reconstitution du patrimoine culturel congolais et a salué les multiples projets animant la RDC et la Belgique depuis 1960 dans le renforcement de la préservation, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel congolais. Elle a par ailleurs précisé que son intervention à ce sujet s'inscrit dans le continuum des états de lieu qui ressortent du 29e Conseil des ministres, décidant à l'initiative du président de la République de mettre en place une commission nationale chargée des rapatriements des biens culturels congolais datant la période coloniale belge, afin de permettre à la RDC de réécrire sa propre histoire. Ainsi, en vue de matérialiser les rapatriements des biens, des archives et des restes de corps humains spoliés du patrimoine culturel congolais, la ministre Catherine Katungu-Fura de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté au gouvernement les projets des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'une commission nationale chargée de cette question, rappelle-t-on. Ngwabije Kassi, à nouveau réhabilité par la justice au poste de gouverneur de province. Au terme d'une audience publique, la Haute Cour a jugé sa requête recevable et fondée. Le gouverneur du Sud Kivu s'engage à poursuivre la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'on peut le lire dans ces tweets commentés par Gaëtan Magalan. Constitutionnel, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la présente requête. Dit recevable mais non fondée, les exceptions soulevées par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngwabije Kassi. Dit inconstitutionnel et par conséquent nul et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngwabije Kassi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3, 61.5 et 168 de la Constitution. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 22 mars 2023. Voilà, c'était un extrait choisi par Gaëtan Magalano. Les femmes journalistes de la RTNC ont fait aujourd'hui, en ce mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, de la postola, des vivres et plusieurs matériels sanitaires ont été remis aux malades de l'hôpital général de référence de la rive de la commune d'Ngaliema. Un geste des femmes journalistes de la radio-télévision nationale congolaise pour venir à la rescousse de cet hôpital créé il y a plus de 100 ans. Chimel Dondo. Deux visages de femmes de la télévision qui choisissent le mois de la célébration des droits de femmes pour aller à la rencontre de vulnérables. Jeudi 13 mars 2023, le bus s'est ébranlé vers le périphérie de Kinshasa, sur l'avenue du Tourisme. Direction hôpital général de référence de la Rive. Ces femmes journalistes ont palpé du doigt la triste réalité de cette formation médicale vieille de plus d'un siècle.
Au camp des anciens Lepré, ces professionnels de médias ont eu un bref échange avec leurs dépendants dans l'attente d'une réinsertion sociale. S'en est suivi la visite de la salle d'hospitalisation. Constat, la prise en charge s'opère dans des conditions difficiles de malades composés essentiellement de démunis. L'opportunité offerte par cette descente a permis au médecin directeur intérimaire de cet hôpital de relever les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de cette institution médicale. Premièrement, je remercie la RTNC qui ont eu cette idée de venir visiter l'hôpital général de référence de la Rive. En visitant l'hôpital général de la Rive, ils ont vu un certain nombre de réalités de l'hôpital. Entre autres, en soi, l'hôpital, c'est un hôpital général de référence. Mais en pratique, quand vous voyez, il y a un certain nombre qui ne sont pas respectés. C'est l'une des difficultés de l'hôpital de la Rive. Raison pour laquelle nous sollicitons la construction de nouveaux bâtiments répondant aux normes d'un hôpital général de la Rive. Là-dedans, nous allons organiser les services de base. Au-delà du caractère professionnel, ces journalistes de la direction des informations de la télévision de la RTNC ont posé un geste de générosité en faveur de malades internés à l'hôpital de la Rive. Chacun a reçu un kit de vivres. L'élan de solidarité a touché aussi le personnel soignant. Des 130 agents font tourner cet hôpital d'une capacité de 27 lits aujourd'hui, a besoin de nouveaux bâtiments et des équipements modernes. À l'hôpital général de référence de la Rive, après avoir accumulé des dettes, les malades indigents démunis de cette formation médicale sont aujourd'hui abandonnés par leurs proches. Ils lancent un cri de détresse aux personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. Non, Massimo. Pas d'assistance médicale ni morale, moins encore physique. C'est la situation des indigents abandonnés de l'hôpital de la Rive, le tout premier hôpital construit à Kinshasa. Victime d'un accident de circulation, cette femme de 25 ans a besoin de l'aide pour son traitement. La plupart de nos malades, ce sont des indigents. Ils savent qu'ici, on donne des soins gratuitement, que lorsqu'ils arrivent ici, ils n'amènent rien. Avec notre moyen de bord, nous essayons de les aider, mais nous sommes vraiment limités. Les messages que nous lançons aux autorités de porter de l'aide. Au sein de cette formation médicale, un enfant mineur fait la garde de sa mère abandonnée par sa famille. Depuis 2017. Je suis ici depuis 2017. Je n'ai pas de famille. Nous avons vraiment besoin de l'aide financière. Je garde ma mère à l'absence de mon père décédé. Faute des moyens financiers, les séjours de certains malades sont allongés. Ils en appellent aux personnes de bonne volonté de voler à leur secours pour recevoir des soins appropriés à l'image de cet homme qui attend une greffe. Ce sont la possibilité qui manque. J'ai beaucoup dépensé parce que là où j'avais commencé par des praticiens, j'ai beaucoup perdu l'argent. Et seulement la greffe, parce que le plaid déjà pour l'instant, le plaid c'est déjà calme. C'était à 1200, mais c'est à discuter. Nombreux démunis qui reçoivent l'hôpital général de la Rive ont besoin d'un regard soutenu de la part de l'État et des personnes de bonne volonté. Vous l'avez remarqué, ces personnes manquent de tout. La profession des géomètres était à l'honneur le 21 mars dernier, à l'occasion de la journée qui est dédiée à cette catégorie de personnes. En marge de cette célébration, des activités commémoratives ont été organisées à Kinshasa et par visioconférence. Les détails avec Rodé Panda. La journée mondiale des géomètres a vécu hier 21 mars 2023. Plusieurs géomètres de différents pays ont participé à cette manifestation par visioconférence.
La RDC était aussi présente à travers la Fédération de géomètres de la RDC. Cette conférence a été organisée à Paris en France par la Fédération internationale des géomètres que dirige Madame Diane Doumachi. Occasion de faire reconnaissance des individus et des industries qui ont façonné l'histoire de la mesure de la Terre et qui continuent d'être le fondement de la communauté des géomètres avec unité de mesure, le mètre. Pierre-François Méchin et Jean-Baptiste sont le pionnier et mathématicien des 18e et 19e siècles, de l'empirisme à la nouvelle technologie. La profession de géomètre a connu son évolution, indique le vice-président de la Fédération de géomètres de la RDC, Stanislas Balega, en rappelant l'historique, la technique et la mathématique de la profession de géomètre. La conférence de cette année a consisté à développer des thèmes qui ont trait à 3 volets. À savoir un volet historique sur la profession de géomètre. Un deuxième volet, c'est le volet technique. Le troisième volet, c'était le volet mathématique. Il était question de pouvoir rappeler l'origine de l'unité des mesures. De longueur, c'est les mètres. On nous a montré que chaque pays a sa triangulation. Le rôle de l'ingénieur géomètre topographe reste capital dans le mesurage de terre, le règlement de conflits fonciers, le lotissement et la prévention des éboulements de terrain. Stanislas Balega a profité de l'occasion pour remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, d'avoir élevé en ce mois dédié à la femme Madame Godelive Pandou, présidente de la Fédération de géomètres en qualité de la ministre provinciale en charge des affaires foncières. La femme douanière sensibilisée à l'accès aux droits, donc au numérique, au même titre que son partenaire homme, pour un meilleur rendement sur le milieu professionnel. C'était à l'occasion de la 10e journée de sensibilisation des femmes douanières, journée présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Madame Nicole Toumba-Boacha. Digitalisation est le fait pour une personne de poser ses doigts sur une machine et ou gadget. Ce domaine n'est pas de l'exclusivité de l'homme. La femme et la jeune fille y ont plein droit aussi. Propos de la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État Nicole Toumba-Boacha à la 10e journée de sensibilisation de la femme douanière, invitée à se moderniser pour la maximisation des recettes. Si l'ère analogique nous a donné le sentiment que le travail était lent, que la communication était lente. En tout cas, la conquête du numérique a pulvérisé tous les records en termes de gain de temps. Pourquoi dès lors ce gain de temps ne serait que l'apanage des hommes? Une femme qui connaît sa valeur et son potentiel exprime facilement sa confiance en soi. Comme le savoir ou la compétence n'a pas de sexe, la femme douanière doit développer des réflexes allant de l'usage du numérique aux performances dans sa vie professionnelle, a martelé la directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda Walwam. Le téléphone, le smartphone est beaucoup plus utilisé par la femme juste pour passer un appel téléphonique ou pour envoyer un SMS. À la limite, même le SMS, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire parce que numérisation doit être accompagnée par l'éducation, la formation de base, l'éducation de la femme. L'assistance a également suivi les interventions de la responsable de l'unité genre de la DGDA, Pierrette Mbombo, et du professeur Augustin Mwenambali de l'OCEP sur le rôle de la femme dans l'éducation et l'éthique. L'Université protestante du Congo se familiarise avec la transition énergétique. La coordonnatrice nationale de l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable a donné une conférence devant des milliers d'étudiants qui sont venus l'écouter. Reportage Edith Chala. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050 et limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré à la fin du siècle, la transition énergétique est la clé. Des matières nouvelles, toujours d'actualité et d'avenir, qui mettent la République démocratique du Congo au centre des enjeux mondiaux. L'Agence congolaise de transition écologique et de développement durable, ACTED, un acronyme que dirige Marie-Pascale Malanda, a lancé un cycle de matinées de la transition énergétique à travers les universités de la République. Pour cette première, et à l'Université protestante au Congo, c'est le thème « Transition énergétique et positionnement de la RDC », enjeux, défis et opportunités qui a tenu l'assistance en haleine. Dans une maîtrise évidente de la question, Marie-Pascale évoque l'indispensable appropriation nationale, les réformes urgentes qui vont avec
sans lesquels il n'y a pas de transition possible. Le cuivre, le cobalt, le nickel, le magnésium, sans être exhaustif, métaux de technologie à bas carbone, mettent la République démocratique du Congo au cœur de la stratégie mondiale. Au cours de cette matinée, les échanges avec les étudiants ont rencontré les attentes. Et je suis très étonnée de voir qu'il y avait beaucoup, ils étaient très réceptifs, mais surtout ils connaissaient très bien le sujet. Donc l'un des objectifs, c'est la sensibilisation, comme je vous l'ai dit, c'est l'axe 1 du plan d'action de ACTED. Ouverte par le professeur Andende Apindia, doyen de la faculté de droit à l'université protestante au Congo, représentant les recteurs par intérim. Cette conférence contente la faculté. Et nous savons que la RDC a un rôle majeur à jouer par rapport à cela. C'est pour cela que dès que nous avons été sollicités par ACTED, nous n'avons pas hésité. Les prochaines conférences se tiendront dans d'autres universités pour une meilleure appropriation par l'élite de demain. L'activité des partis politiques, partage d'expériences entre l'UDPS, parti présidentiel en RDC, et l'ANC en Afrique du Sud, deux partis au pouvoir respectivement en RDC et en Afrique du Sud, avec une histoire commune de leur géniteur. La première école mixte politique entre ces deux partis s'est refermée, nous renseigne Alain Bikaï. 4 jours ont suffi pour que l'UDPS et l'ANC de Nelson Mandela renforcent leurs liens politiques. Avec ses 29 ans au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC a partagé avec l'UDPS son expérience en gouvernance démocratique. Cette école politique mixte a permis à ces deux grandes formations politiques panafricaines de convoler en Gissenos pour le développement de leur continent. À la clôture, le secrétaire général de l'UDPS a salué cette initiative du parti d'État Tamadiba. Je peux vous rassurer, vous n'avez pas prêché dans le désert. Vous avez transmis votre connaissance auprès des hommes et des femmes matures. Les participants ont émis le lever des voix. Ce genre de rencontres s'est multiplié. Ce travail a été fait en collaboration avec toutes les structures du parti, mais aussi sous la bénédiction du secrétaire général du parti. Et ce travail a permis de renforcer les capacités des membres de l'UDPS et de faire découvrir à nos amis de l'ANC le parti avec lequel ils veulent construire des relations très fortes. Cette rencontre vient d'affirmer davantage la détermination de l'UDPS d'aller aux élections cette année. Les rues de Mbujimaï au Kassai oriental étaient noires, demande l'Union pour les valeurs tshisekédistes à travers son secrétaire national en charge de la mobilisation, André Moulenga, a harangué les foules pour les sensibiliser justement à l'enrôlement. Les détails avec Cédric Kenina. Les élections en RDC, un véritable débat de société, signe d'une culture démocratique également. La ville d'Mbujimaï, dans le Kassai oriental, s'est mobilisée autour de ces sujets à travers l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT. C'est un fils du terroir qui apporte le message. Le secrétaire national en charge de la mobilisation, le pasteur André Moulenga, accueilli chaleureusement à sa descente d'avion par une foule qui l'a escorté jusqu'au siège provincial dans la commune de Kanchi. Sur place, ce dernier a pris part à la matinée politique présidée par le président de l'UVT, province du Kassai oriental. Un appel a été lancé pour un enrôlement massif, particulièrement à la population des Miabi. Ajoutez à cela le soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, cher secrétaire. Merci beaucoup. Merci, mon président provincial, l'homme fort. Est-ce qu'on peut encore d'abord frapper le maître très fort en faveur? Avec votre équipe, je vous dis merci. Un séjour fructueux qui s'est poursuivi à Bakwa et Katenda, où il a lancé le même message, enrôlement massif et soutien au chef de l'État. Des milieux périurbains, notamment dans les fonds des villages, étaient sur la table des échanges entre les responsables des ANSER et les notables du Grand Équateur. Les détails dans ce reportage de Ramazani Moulanda. Terme du dialogue qui a mis face à face la coordination du pôle Équateur de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, et les notabilités de l'espace Grand Équateur,
Il en ressort que pour réaliser ces projets dans les Grands Équateurs, l'ANSER a besoin d'une enveloppe de 18 900 000 $ américains pour un total de 10 projets à mettre en œuvre, parmi lesquels on compte la construction et la réhabilitation d'une centrale hydroélectrique et la construction de 8 centrales solaires. Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, nous a demandé de prendre les leads dans les cadres des PEDEL 145 territoires sur le volet électrification. C'est ANSER qui définit les standards, c'est ANSER qui définit les localités, les zones ou les sites en quelque sorte, et c'est ANSER qui mène la stratégie pour l'électrification. Et donc il va aussi faciliter la réception pour gérer maintenant avec les provinces. La rencontre s'est tenue ici à Kinshasa, au village Silkin. Plus de 25 députés du Grand Équateur ont été présents à la réception. Tous ont reconnu pertinemment qu'à l'heure actuelle, l'unique obstacle à la mise en œuvre demeure l'absence de financement. Ainsi donc, ils ont tous reconnu que l'appui des représentants des peuples de l'espace Grand Équateur et sa notabilité est indispensable. Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Les femmes du district de Laloupunga ont été sensibilisées sur leur autonomisation, leur prise de conscience de leurs droits, ainsi que sur l'utilisation du numérique. Les détails dans ce reportage. Poursuivant sa caravane dans les districts de la Lukunga, la députée nationale Feza Motema a une fois de plus échangé avec les femmes des quartiers Sangamamba, de Binza Delvo, de Mboudi et Pompage. Occasion pour l'initiatrice de la synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté de les amener à connaître leurs droits et à fournir des efforts pour bien assimiler l'outil informatique. Que Dieu bénisse Madame Feza, elles nous ont encouragés pour l'autoprise en charge. Aussi a-t-elle salué les efforts fournis par le gouvernement de la RDC sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, surtout son apport dans la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Les femmes d'Emboudi, de Delvo, Sangamamba et Pompage n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à Feza Motema, présidente AI de la plateforme politique AAA qu'elles appellent affectueusement Femmes au grand cœur. Elles étaient toutes fières de leur cadeau. Mamba, nous vous remercions. Nous vous disons merci vraiment pour votre soutien, premièrement pour votre présence. Et je crois que ce n'est pas le toute dernière fois à venir. Ça sera vraiment habituellement ou continuellement, vous serez toujours à notre présence, ou à votre présence plutôt. Les communes de Lingwala et de Kitambo constitueront la troisième étape de sa visite sur terrain. L'Agence française de développement finance plusieurs projets intégrateurs d'intérêt commun en République démocratique du Congo. Une réunion a mis autour d'une même table la ministre du portefeuille, l'honorable Adel Kainda Maïna, avec les délégués de cette agence. Angèle Mabiala pour les reportages. Métrokin, ce projet novateur pour les Quinoises et Quinois, va permettre de réduire les embouteillages monstres qui ont élu domicile dans la ville de Kinshasa. Ainsi donc, l'Agence française de développement s'est dit heureuse d'accompagner ce projet pour une bonne réussite. Nous nous sommes donné les moyens techniques pour pouvoir mieux répondre à cette demande que nous a fait le gouvernement via le ministère des Finances, mais également via le ministère du Portefeuille. Eric Onepongayongo, directeur général de Métrokin, compte sur l'appui du gouvernement pour l'aboutissement de ce projet. Le projet de ce type ne peut pas se réaliser sans l'appui financier des institutions comme l'AFD, et sans l'appui technique de l'entreprise comme Rail Développement, sans oublier l'appui du gouvernement de la République qui ne cesse de nous accompagner. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, a demandé à ses interlocuteurs de faire de ce projet notre boussole à tous et de capitaliser le temps. Je salue l'initiative et surtout votre engagement et je réitère toujours ma demande en tant qu'actionnaire unique de portefeuille, beaucoup plus de pouvoir maintenant démarrer par ces projets, surtout en capitalisant le temps. Donc le projet a pris corps et c'est le temps maintenant de voir ces projets s'imposer dans l'opinion provinciale.
Ce projet qui consiste en la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa avance à pas de géant. Le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu aujourd'hui dans son cabinet de travail l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de Garamba qui s'est fait accompagner de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en poste en RDC. Ces personnalités sont venues présenter au chef de l'État la situation actuelle de ces deux parcs situés dans la partie orientale de notre pays, la RDC. Pierre Kibambe Somoïsa. Quid de la situation actuelle dans les parcs de Virunga et de la Garamba? La question était examinée ce jeudi 23 mars au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, François-Xavier Dedoneya. Accompagné par l'ambassadeur de Belgique en RDC, Joe Ndekeu, François-Xavier a exposé au chef de l'État la situation prévalente au parc de Virunga, encerclé par les éléments du groupe terroriste M23 et au parc de la Garamba dans les Hauts-Tuélé. J'ai abordé essentiellement avec le président, tout d'abord en ce qui concerne la Garamba, un projet d'accord de coopération entre la RDC et le Sud-Soudan dont je suis porteur et qui a pour but d'améliorer et de rendre de plus en plus efficace la collaboration entre le parc de la Garamba qui est dans le Haut-Tuélé et le parc de Lantoto qui est au Sud-Soudan mais qui colle au parc de la Garamba. Il y a la frontière qui passe entre les deux. Et donc pour pouvoir rendre plus efficace la gestion des deux parcs, il faut une coopération transfrontalière. Le deuxième sujet que j'ai abordé, c'est la question de l'orpaillage. Nous souffrons énormément au sud du parc de la Garamba d'orpaillages illégaux. Donc ce ne sont plus des petits orpaillages artisanaux, c'est de l'orpaillage avec des machines fait par des étrangers sous le couvert d'organisations congolaises mais qui ne sont qu'un paravent. Donc j'ai alerté le président là-dessus. Nous subissons actuellement sur la rivière Kibali d'importantes dégradations de l'environnement. C'est juste en dehors du parc, mais cela pollue la rivière qui est la limite du parc. Et troisièmement, j'ai fait un tour d'horizon avec le président du parc de Virunga. Je lui ai expliqué où en était le parc des Virunga actuellement, qui est encerclé par le M23, mais où la fondation dont je fais partie, la fondation Virunga, a maintenu une présence avec le directeur du parc, M. Emmanuel de Mérode, et grâce à ça, on a empêché le M23 d'occuper des installations stratégiques du parc telles que la centrale électrique de Matébé qui alimente Goma en électricité. Le chef de l'État a écouté avec intérêt l'exposé de l'administrateur du parc de Virunga où les cadres et les gardes de l'ICCN maintiennent leur présence et promis d'appuyer les projets d'accord de coopération entre la RDC et les Soudans du Sud au sujet du parc de la Garamba et du parc national sud-soudanais de Lantoto, a renchéri François-Xavier Dedoneya. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Madame Lucie Tamlin n'a fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, sachez que la journée d'aujourd'hui était une journée chargée à la présidence de la République. Des questions relatives à la mission de la Caisse nationale des péréquations étaient au centre des entretiens du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le directeur général de cet établissement public, Pierre Kibambe Somoïsa Kokomulisho. La gestion de la Caisse nationale de péréquation était ce jeudi 23 mars au menu de l'entretien du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le directeur général de cette entreprise de l'État, Koko Jacques Molongo Nzemba. La Caisse nationale de péréquation est dotée de 10% constitutionnels des recettes du trésor public qui devraient lui permettre d'aider les provinces les moins nanties en soutenant leur programme de développement afin de créer l'équilibre. Cette caisse a besoin de ce 10% constitutionnel sur la recette totale, les recettes totales de l'État pour permettre à ce que nous
puissions financer les projets et les programmes de développement public afin d'amener cet équilibre entre les provinces qui sont défavorisées et négligées, abandonnées à elles-mêmes. Voilà. Et c'est un peu ça que je suis venu discuter avec le chef de l'État afin que cette constitution soit respectée. Et il a promis que la constitution sera respectée comme il avait fait le jour où il nous a nommés. Et il est très content de ce qui se passe en ce moment sur la Caisse nationale de péréquation, à part quelques petits problèmes qui ne manquent pas dans nos entreprises, qu'il a dit qu'il allait couvrir le trou qui sont en train d'être creusés par ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, nous avions été invités par le Parlement à Béatrice afin de trouver une solution sur nos prévisions budgétaires. Voilà. Le président de la République a promulgué la loi des finances, et ce qui fait que nous connaissons au moins notre fonds de péréquation, donc ça signifie les 10%. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre des gouverneurs qui sont les gestionnaires des provinces, ainsi que les entreprises publiques, les DG des entreprises publiques, et même évidemment les privés qui peuvent amener des projets de leur province afin que nous puissions travailler dessus et voir si nous pouvons les rendre bancables ou les améliorer, ou encore les rejeter si ils ne sont pas bancables. Et voilà, et en ce moment-là, une fois que l'ordre de paiement permanent, qui doit être signé par le ministre en charge des Finances, est signé, directement, je crois que la Caisse nationale de péréquation pourra avoir son financement trimestriel pour permettre de financer ces projets et les programmes publics d'investissement. C'est au mois d'août 2022 que le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Coco Jacques Moulongo, a été nommé au terme d'une ordonnance présidentielle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à partir de Lupatapata dans la province du Kassai oriental et à travers le monde. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 23 h. D'ici là, portez-vous bien. Mais il y a beaucoup de Congolais qui n'ont aucune pièce. Donc parmi ceux que vous venez d'énumérer, dans ces cas-là, que feront-ils? Très bien. Tout Congolais qui n'a aucune pièce exigée peut se présenter au centre d'inscription accompagné de 3 témoins qui sont déjà enrôlés dans ce même centre pour témoigner de son âge et de sa nationalité. Donc, allons tous. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chaque